Alors on démarre. Bonjour à tous. Je me présente ou tu l'as déjà fait? Non, vas-y. Non. Donc moi je suis donc Aurélie Fonta. Je suis experte en formation professionnelle depuis maintenant 20 ans. J'étais formatrice, j'étais directrice de centre. Et aujourd'hui j'ai décidé de mettre mes compétences au service des autres. Et donc voilà, j'accompagne notamment sur Calliope. Alors Calliope, d'où c'est arrivé, Valentin? C'est un processus qui a démarré il y a quand même une petite dizaine d'années, où effectivement la formation a eu besoin de se structurer. Il y a eu une étape intermédiaire avec l'arrivée notamment de Datadoc qui est arrivé en 2017 et Calliope qui est vraiment une démarche de certification qualité et qui va devenir obligatoire à partir de janvier 2022. Ça a été repoussé puisque ça a été prévu pour janvier 2021, mais crise sanitaire oblige, ça a été reporté. Et donc voilà, c'est né d'une volonté des financeurs, je pense, et du gouvernement et de l'État en général, de structurer, de professionnaliser et d'augmenter la qualité des organismes de formation. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu remarques le plus, du coup, toi, tu disais que tu as des organismes de formation, donc qu'est-ce que tu remarques le plus quand tu les prépares un petit peu dans leur audit Calliope? Voilà, c'est quoi que tu remarques? Quels sont tes constats? Alors, moi, mes constats, ils sont là, maintenant, ça fait quasiment 2 ans, 1 an et demi, 2 ans que j'accompagne des structures dans la préparation de cet audit. Il faut savoir que Calliope, c'est un audit initial et un audit de surveillance qui a lieu entre 18 et 24 mois plus tard et que beaucoup d'organismes de formation ont fait le choix de se faire accompagner. Et moi, ce que je remarque dans les dossiers que j'accompagne, c'est qu'effectivement, il y a on va dire 85-90% des dossiers que j'accompagne qui pêchent, on va dire, sur trois thématiques en particulier, celles qu'on a décidé de traiter aujourd'hui, à savoir la question du handicap, la question de la veille et la question du développement des compétences et plus particulièrement, et en tout cas ça me semblait important, qu'on parle de la formation de formateurs. Bien sûr. En fait, aujourd'hui, on a quand même un grand nombre d'acteurs sur le marché. Beaucoup sont arrivés de par leur niveau d'expertise, mais sans forcément une formation en termes de pédagogie. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ça risque d'être le prochain palier, en fait. D'accord, ça marche. Du coup, pour donner la parole aux intervenants, tu préfères commencer par Laurence, du coup, par le développement de compétences, par le handicap ou Comme vous voulez. De toute façon, on abordera les trois, parce que c'est vraiment les trois indicateurs, en tout cas les trois thématiques qui étaient importantes d'aborder ce soir. Sur la partie des développements de compétences, effectivement, on peut commencer par ça et par donner la parole à Laurence. Alors juste peut-être présenter Laurence, bien sûr, si ça n'est pas déjà fait. Je me présente, je m'appelle Louis Magnin. Comme vous pouvez le constater à ma forme capillaire, il y a quelques années que je me tire les cheveux pour faire de la formation. Voilà, donc je fais de la formation depuis maintenant presque une trentaine d'années, de l'aéronautique et du spatial, à quelque chose de particulier, c'est qu'il était en avance sur les exigences de Calliope, de certification de qualité, et notamment sur l'exigence de former ses formateurs et formatrices. Ne peut se retrouver à faire de la formation sans avoir fait un minimum de formation pédagogique, d'animation, où l'essentiel de la formation de formateur n'est pas sur la connaissance technique et l'expertise, mais plutôt sur le développement de compétences pédagogiques, gérer de l'animation, apprendre aux autres à mémoriser. Je vais me permettre de rebondir du coup sur ce que tu dis, Laurence, parce qu'effectivement, il me semblait important de parler du développement des compétences aujourd'hui parce que en fait, j'ai remarqué, et notamment de par la crise sanitaire qui nous a touchés, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont retrouvées sur le carreau, clairement, dans le milieu de la restauration, du tourisme, etc. Et nous, ici, par exemple, sur Locoform, Locomotive, on a vu arriver des demandes de personnes qui voulaient faire de la formation, qui avaient un niveau d'expertise technique
effectivement, comme tu le dis très justement, mais pour lesquels il y avait un besoin de monter en compétence sur l'aspect pédagogique. Et je pense que sur ce point-là, je pense qu'il faut vraiment prendre au sérieux ce besoin de structurer les compétences au niveau pédagogique, parce que demain, on monte des marches depuis Datadoc. Datadoc, ça a été une première marche. Calliope, une seconde, encore une seconde un petit peu plus compliquée. Et je pense, et là pour le coup, ça n'engage que moi, ce que je vais vous dire, mais j'ai un certain ressenti quand même sur le secteur. Je pense qu'on va être sur une demande d'ici 1 an et demi, 2 ans, probablement d'une montée en compétence des formateurs en termes de pédagogie. Je vais être honnête, j'ai appris pendant le Covid, en même temps que tous les autres, donc il faut quelques centaines d'heures pour, on va dire, s'adapter à ce nouvel outil, et puis aussi à une attention très différente des stagiaires. Donc ça aussi, il faut développer un programme, il faut s'habituer, il faut utiliser les outils. Aujourd'hui, on est face à des outils de formation distancielle qui étaient auparavant des outils destinés à faire de la vidéoconférence ou du webinaire aujourd'hui, mais pas forcément une salle de cours virtuelle comme on aurait pu l'imaginer. Donc on est en transition, probablement que dans les 2-3 années qui viennent, on aura des outils à distance qui seront beaucoup plus évolués, avec beaucoup plus d'options et de technologies. Il faut s'y préparer dès aujourd'hui. Voilà. Et ensuite, outre cet aspect de mutation, comme tu le dis très très bien, je pense qu'il ne faut pas oublier, et j'ai coutume de le signaler, moi, quand j'accompagne les structures, organismes de formation dans Calliope, et particulièrement sur cet indicateur-là du développement de compétences, ne pas oublier que en fait, on est souvent les cordonniers les moins bien chaussés, et que souvent, on oublie, ou en tout cas, on ne met pas toujours pleinement l'énergie nécessaire dans la formation de nos propres équipes, là où pour autant ce qui s'impose aux entreprises en termes de formation, de plan de développement de compétences, ça doit s'imposer aussi aux organismes de formation. Et un organisme de formation est une entreprise comme une autre, avec les obligations de formation, d'entretien annuel et de révision de compétences. Et ensuite, un dernier point sur l'aspect développement de compétences, c'est de vous mettre un point de vigilance sur le fait que la formation, c'est aussi, et ça nous permettra aussi de faire la transition avec Loïc, mais la formation et la montée en compétences et le système d'amélioration continue qu'on nous demande d'avoir aujourd'hui, il passe aussi par des formations qui ne sont pas forcément des formations professionnelles continues, mais ça passe aussi par l'information. On est inondé aujourd'hui, on a la chance et la malchance, parce que d'être dans une société ultra, comment tu dis souvent, Loïc, d'infobésité. Voilà, j'adore ce terme, parce qu'effectivement, on est dans une société où l'information est accessible très facilement, et effectivement, il faut arriver à faire le tri dans tout ça, mais le développement de compétences, ça peut passer aussi tout simplement par de la veille, par des webinaires comme celui qu'on peut faire ce soir, par des tutos que l'on trouve. Il faut vérifier les sources, il faut s'assurer que les informations qui sont transmises sont justes, mais néanmoins, on a cette chance-là d'être dans une société complètement digitalisée, dématérialisée, où on a des accès à l'information. Et la formation, en 2 mots, passe aussi par là. Une question sur quelqu'un, est-ce que la formation de formateur est demandée ou pas dans Calliope pour l'instant? Donc Laurence disait que non, c'est une Calliope V2, mais qu'il y a des indicateurs quand même de développement de compétences qu'il faut prendre en compte. En fait, il n'y a absolument aucune obligation de faire une formation de formateur dans Calliope. Soyons bien clairs là-dessus. Il n'y a pas non plus de Calliope V2 dans les tiroirs que je pourrais vous sortir de derrière la table. Non. Là, je l'ai dit très clairement, c'est vraiment une intuition en fait personnelle par rapport à la formation de formateur. Je sens en fait cette étape-là arriver. Je pense qu'elle est justifiée en plus, mais ça, c'est une opinion qui n'appartient qu'à moi. Non, il n'y a pas d'obligation à faire une formation de formateur d'un Calliope. En revanche, on a l'obligation
sur un indicateur, de mettre à disposition des stagiaires, des formateurs et une équipe dédiée compétente et avec les compétences spécifiques aux prestations que vous vendez, ça c'est une certitude. Vous avez d'autres indicateurs sur les procédures de recrutement sur lesquels on appuie sur le fait d'anticiper les besoins en compétences en amont, pour pouvoir recruter après vos formateurs comme il se doit, en tenant compte de deux choses. Un, les compétences techniques. Deux, les compétences pédagogiques. Donc, il n'y a pas d'obligation en soi, mais on va dire qu'entre les lignes, c'est plutôt recommandé. D'accord. Merci beaucoup à Laurence et Aurélie pour toutes ces informations sur le développement de compétences et Calliope. Et donc justement, tu parlais tout à l'heure de l'innovation pédagogique qu'on avait besoin. Ça faisait le pont du coup avec la veille. Donc Loïc, d'abord pour bien comprendre, comment tu définirais la veille de manière simple? Qu'est-ce que la veille? Alors la veille, souvent il y a une confusion assez importante entre ce qu'on va appeler de la recherche documentaire et de la veille documentaire, ce qui n'est pas la même chose. La veille, c'est une activité de surveillance permanente de ressources, de sources, et c'est cette notion de permanence qui est importante. Pourquoi? Parce que la recherche documentaire, on va dire, c'est ce qu'on va faire sur Google. Ça va être un état de l'art. C'est-à-dire qu'à un instant T, je regarde des sources d'informations, je me renseigne et je fais un état de l'art. Je dis voilà, maintenant, voici les informations qui sont disponibles. La veille, c'est pas ça. La veille, c'est la continuité finalement de ce processus-là. C'est-à-dire qu'au quotidien, je vais me mettre en surveillance sur des thématiques bien données afin de me tenir informé et donc de rester actualisé. Donc c'est vraiment cette logique, je pense, qui est importante on cible des besoins d'information et derrière, on automatise, ou en tout cas, on rend cette surveillance régulière. Ça marche, merci. C'est bien. C'est la première fois, je crois, que j'ai hyper bien compris ce que c'était. Du coup, Aurélie, pourquoi un organisme de formation doit-il faire de la veille? Mais tout simplement, en fait, beaucoup d'organismes de formation prennent Calliope comme une contrainte, comme une espèce d'obligation, un espèce de truc un petit peu, un ovni ultra chronophage, ultra bureaucratique, administratif, etc., en oubliant de mettre du sens derrière tout ça. Et je le disais encore ce matin avec un de mes clients, où je lui disais, il ne faut pas que tu fasses pour faire, il faut que tu fasses et que ce que tu vas faire, il faut que ça ait du sens pour toi. Et du coup, ça ne deviendra plus une contrainte, ça deviendra une évidence. Et la veille, elle rentre dans le même processus, c'est-à-dire qu'il faut prendre Calliope comme une certification qui va vous obliger à aller vers un processus d'amélioration continue, une remise en question continuelle, à se dire est-ce que je fais bien, quels sont les retours, ah ok, même si vous êtes parfait, et nous les premiers, n'est-ce pas, on a toujours une remise en question qui peut se faire, quelque chose qu'on peut améliorer, un petit curseur à bouger, etc. Et pour le coup, la veille, elle rentre complètement dans ce processus-là, mais c'est un processus d'amélioration continue qu'on retrouve à plein d'endroits dans Calliope et qui vient en dernière foulée sur Calliope, puisque c'est les indicateurs dans les 23, 24, 25, si je ne me trompe pas. Oui. Ce sont 3 indicateurs sur la veille et la veille, elle est là pour justement nourrir le processus d'amélioration continue. Et il y a 3 niveaux de veille. Et c'est pas pour rien qu'elle est arrivée dans Calliope. À la base, la veille venait vraiment des industriels, des laboratoires de recherche, etc., historiquement. Hein. Et c'est pas pour rien que ça arrive dans les organismes de formation, c'est parce que pareil, ça rajoute cette logique, comme tu disais, d'amélioration continue. Le fait d'être en surveillance permanente sur des thématiques bien ciblées, ça permet de faire cette amélioration-là, pédagogique, de voir ce qui se fait, etc. Donc, encore une fois, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, même si c'est contraignant, c'est une très bonne chose dans l'amélioration des process et des formations qui sont apportées. Et d'ailleurs, pour rebondir sur la toute première question que tu as posée, Valentin, à savoir comment est né Calliope et pourquoi. En fait, il faut quand même se rendre à l'évidence. On est un secteur qui a été extrêmement prisé, sur lesquels certains aussi ont fait des sous. Hein, et pour le coup, sans y mettre nécessairement la qualité qui allait avec. Et en fait, c'est un petit peu, ce coup près-là tombe, mais c'est un mal pour un bien, même si j'ai coutume de dire que c'est un bien qui fait parfois beaucoup de mal aussi, parce que pour les plus petites structures, et je ne sais pas s'il y en a qui témoigneront dans le chat à ce sujet-là, mais je
je sais que oui, parce que je connais ce secteur et je sais ce que ça impose aux plus petits, parce que ça implique de se staffer, ça implique d'avoir du temps, ça implique voilà, d'avoir une équipe, etc., et qu'on ne l'a pas forcément, et que c'est difficile parfois de rentrer dans les clous et dans les bonnes petites cases de la certification. Mais vraiment, encore une fois, je répète, ne prenez vraiment pas ça comme une contrainte, prenez ça comme quelque chose qui doit donner du sens. Et la veille, elle est ultra importante parce que moi, je me suis retrouvée parfois un peu effarée face à des structures qui ne savaient pas forcément ce que c'était qu'un règlement intérieur et pourquoi il était là. Voilà. Et là, je me dis, waouh, il y a un petit peu de chemin à faire. Et pour le coup, l'aspect veille réglementaire, oui. Qui fait partie des indicateurs, il est hyper important parce qu'on est sur un secteur qui est en mouvance énorme sur la partie réglementaire et qu'on se doit là de suivre ça comme le lait sur le feu. Et là, pour le coup, il faut bien structurer sa veille et la régularité, pour le coup, a du sens. La régularité a du sens. La veille réglementaire, c'est vrai que c'est souvent l'appel, enfin, en tout cas, c'est le mot qui nous fait focaliser. Mais je reviens sur cette qualité aussi de la veille sur les ressources pédagogiques que je vais fournir à mes stagiaires. C'est pareil, ça permet de s'assurer que les formateurs sont eux-mêmes actualisés parce que je m'oblige à fournir à mes stagiaires de la ressource elle-même actualisée. Et donc, sous-entendu, je suis sûr que la formation, elle n'est pas... voilà, elle est actuelle, elle est avec des bonnes pratiques. Souvent, et ce que tu disais, on pouvait avoir le risque d'avoir des formations qui n'étaient pas actualisées depuis des années, avec des outils et des méthodes finalement devenus obsolètes. Et c'est ça que ça garantit aussi. Donc c'est vrai que la veille réglementaire, c'est souvent la première approche, mais l'ensemble des logiques de veille de Calliope sont importantes dans cette logique. Est-ce que tu aurais un conseil à nous donner, Loïc, pour structurer cette veille? Parce qu'on va pas se mentir, c'est du temps. Et ceux qui nous écoutent là ce soir, je pense qu'ils sont comme nous. Ils arrivent en retard comme moi parce qu'ils n'ont pas de temps. Mais c'est une réalité. La veille, c'est vrai que c'est bien, c'est nécessaire. On est tous d'accord sur le sujet. Par contre, comment je fais pour optimiser tout ça et pas perdre trop de temps non plus L'idée de la veille, plus je vais prendre du temps au début à la préparer, à la construire, et moins ça sera chronophage au quotidien. C'est-à-dire qu'une veille, souvent les gens vont nous dire, mais la veille c'est très chronophage. J'ai pas le temps de consacrer, pas de temps à consacrer à ça au quotidien, parce que effectivement on a cette idée de veille où à chaque fois je vais retourner sur Google chercher de l'information, relire des newsletters, etc. C'est pas ça la veille. À partir du moment où j'aurai bien structuré ma veille en amont, et d'ailleurs Calliope, il faut le dire quand même, est assez exigeant. Sur la veille. Pourquoi? Parce qu'ils sont basés sur des normes qui arrivent de l'industrie notamment, avec un vrai besoin de structuration. Donc c'est chronophage au début, mais plus je vais y consacrer du temps au début, et plus ma veille au quotidien va être rapide. À titre d'exemple, quelqu'un qui va dire moi je ne peux y consacrer qu'un quart d'heure ou une demi-heure par semaine, c'est largement faisable, et une veille très efficace. Par contre, ça aura demandé peut-être un vrai temps en amont pour préparer tout ça. Donc conseil qu'on peut donner, c'est de se pencher quand même, d'éviter le mail et la newsletter comme unique outil de veille. La veille, quand c'est bien fait, on va pouvoir automatiser les choses et surtout, on va éviter d'être dérangé dans notre quotidien par une newsletter qu'on va mettre de côté, qu'il faudra qu'on retrouve quand on voudra passer du temps sur la veille. Il faut utiliser des outils qui sont dédiés à la veille. Alors, notamment, même si c'est un vieil outil, c'est un outil qui existe depuis longtemps mais qui est toujours d'actualité, ce qu'on appelle les lecteurs de flux RSS. J'encourage tout le monde à regarder sur Internet, lecteurs de flux RSS. Il y en a plein des gratuits, ou en tout cas souvent en modèle économique freemium, comme on dit, c'est-à-dire on peut largement l'utiliser gratuitement assez loin, que ce soit Feedly, InnoRider, il en existe plein d'autres, mais voilà au moins les deux principaux. Déjà, commencez à se créer un compte, regardez ce qui ressort sur Internet sur ces outils-là. Vous verrez que très rapidement, souvent pour expliquer ce que c'est qu'un lecteur de flux RSS aux gens, même si c'est bizarre de dire ça parce que le flux RSS est bien plus vieux qu'Instagram, je dis qu'un flux RSS, ça sert à instagramiser le web. C'est-à-dire que je vais d'un seul coup, non pas mettre des sites en favoris, mais je vais m'abonner à des sites web. Et l'information va venir à moi naturellement. C'est qu'après, quand le vendredi, par exemple, c'est souvent le cas, souvent c'est le vendredi ou le mercredi que les gens décident de mettre du temps sur la veille, le vendredi matin, j'ai une demi-heure devant moi, j'ouvre mon lecteur de flux RSS et il va me rapatrier depuis les sources auxquelles je me serai abonné, uniquement les résultats que je n'ai pas lus. Et ça fait qu'un seul outil, je vois visuellement les articles, très vite les articles que j'ai vus,
que j'ai pas vues. Et puis, on peut en parler plus tard, en plus, ces outils-là, aujourd'hui, ils ont l'ensemble des outils qui vont permettre d'aller plus loin. Puisque la veille, c'est pas que surveiller l'information, il faut aussi marquer quand une information a de la valeur, être capable de l'archiver, être capable de la repartager à mes collaborateurs, aux formateurs, etc. Donc il y a tout le process de veille qui est quasiment intégré dans ces outils-là. Donc c'est déjà une bonne approche, à mon avis, commencer à se renseigner sur ce que c'est qu'un lecteur de flux RSS. Donc si je résume ce que tu as dit, ça veut dire pouvoir sourcer. Oui. Ça serait la première chose. Même si ces outils le permettent déjà assez facilement, c'est ça qui est bien. Alors idéalement, il faut commencer par se poser les questions sur les mots-clés. Donc quels sont mes mots-clés, quelles sont mes formations, les thématiques. Les thématiques, puisqu'on sait qu'il y a l'obligation d'une veille réglementaire, l'obligation d'une veille sur le contexte économique de la formation, et puis, ça c'est un peu généraliste, et puis après très, très spécifique, une veille sur mes formations, précisément. C'est-à-dire que si je suis formateur sur les outils CRM, je dois faire une veille sur les CRM. Afin de produire derrière pour mes stagiaires de la ressource. Donc il faut que je commence par définir mes mots-clés. Parce que si je dis CRM, mes thématiques, c'est-à-dire souvent une thématique, on va faire ce qu'on appelle le cadrage sémantique. Déjà me poser les questions, quels sont mes mots-clés, puis après je vais pouvoir sourcer. Alors en source, quand on va taper le mot formation, on va avoir des sources qui vont arriver. Heureusement, on a beaucoup d'acteurs qui produisent de l'information aujourd'hui, sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Donc sourcer. Donc la première étape, ça serait sourcer. Oui. La deuxième étape, structurer en s'équipant, on va dire, ou en testant des outils de récupération finalement d'informations. En validant ses sources, en s'y abonnant, et donc déjà en commençant à les surveiller. C'est déjà, à mon avis, quelque chose de très bien, commencer comme ça. Ce que j'entends aussi en filigrane, c'est la régularité. Oui, avec le vrai risque. C'est pour ça que je dis après, il vaut mieux être très précis. Le vrai enjeu de la veille, c'est d'accepter d'être très précis et de ne pas tout avoir, mais d'avoir l'essentiel qui est demandé notamment par Calliope. Pourquoi? Parce que sinon le risque c'est, première semaine, je vois que j'ai 200 articles à lire, en fait je fais quoi? Je fais tout marquer comme lu et en fait je ne fais pas la surveillance. Si j'ai bien sourcé au début et que j'ai réfléchi à mes mots-clés, voire même que je me suis penché, c'est ce qu'on voit nous souvent en formation, sur l'automatisation, derrière finalement je sais que je vais avoir 5-6 résultats qui sont essentiels, qu'il ne fallait pas que je rate. Mais c'est quotidien. Et c'est ça l'enjeu, parce que si je rate, je ne le fais pas pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, quand je reviens, j'ai 300 résultats, et en fait, je ne le fais pas. Ouais. C'est ça le vrai risque. Et la dernière étape qui va résonner avec ce que j'ai dit depuis le début, à savoir, il faut que vous donniez du sens à ce que vous faites. Ne faites pas pour faire. Mettez pas des articles en favoris juste pour dire que vous avez mis des articles en favoris. Ça n'a pas de sens. Je pense que la dernière étape, en tout cas moi, c'est celle que je conseille au niveau de mes clients, c'est que la veille, elle doit vous être utile, soit à vous, soit à vos collaborateurs, soit vos stagiaires aussi. Et donc, je pense que la dernière étape, c'est le processus de partage de cette information, ce qu'on appelle la capitalisation. Je capitalise sur mon savoir, et c'est là où souvent, à mon avis, les audits Calliope, même s'il y a une forme de tolérance quand même aujourd'hui sur la veille, parce qu'elle est exigeante, je pense que... Mais vraiment, le plus important, c'est ça. C'est-à-dire, il vaut mieux avoir mis 5 informations de côté dans l'année, mais avoir montré et prouvé que cette information, je l'ai transmise à telle et telle personne, et qu'on en a tiré un enseignement, ou qu'on l'a intégré à un programme, etc., plutôt que de dire, j'ai mis 100 informations de côté. Mais à part ça, l'auditeur va vous dire, oui, enfin, vous les avez mis en favori. Oui. Il ne suffit pas de faire ça. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux en avoir moins, mais la traiter correctement. C'est vraiment... donc mettre du sens encore. Donc mettre du sens, etc. Pas faire ça juste pour Calliope. Si on voit qu'il y a du sens, je veux dire, au fond, l'audit va le voir, qu'on y a mis du sens, qu'on y a tiré des enseignements, qu'on a intégré une information, qu'on a vraiment capitalisé sur ce qu'on a vu passer. De toute façon, même si c'est plein de ce que vous dites depuis tout à l'heure, même si Calliope, c'est quand même pas mal de contraintes et ça peut être vu comme difficile, il faut se servir des contraintes, en faire des forces. Faut pas se dire je vais essayer d'avoir mon indicateur de veille et rien faire avec. C'est clair. D'ailleurs, il y a une question sur la veille de Anonymous
Est-ce que tu connais formalert.com? Oui, tout à fait. Et est-ce que selon toi, du coup, ça suffit pour l'indicateur 23 et 25? Oui, il y a une vraie volonté, je connais très bien cet outil, il y a une vraie volonté d'essayer de déjà structurer et d'amener déjà un outil. Parce que si on arrive avec un lecteur de flux RSS, effectivement, il n'est pas du tout structuré pour la formation. Il faut le paramétrer. On va le faire, on va le paramétrer, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. En tout cas, ça va demander du temps. Formalert, c'est une vraie volonté, effectivement, de dire il y a une veille qui est faite en amont qui correspond aux indicateurs de Calliope. Et puis, il y a un outil en ligne qui va intégrer ces notions de j'ai mis un article de côté, j'y ai réagi, j'ai partagé, j'ai fait une annotation, un petit commentaire, etc. Donc oui, moi je pense que c'est un très bon outil pour démarrer, en tout cas même pour faire sa veille. La seule limite qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un outil qui va bien marcher avec les indicateurs veille réglementaire et veille contexte économique de la formation. Une veille pédagogique, une veille sur les outils aussi, sur les outils de e-learning notamment, mais ça ne fera pas, parce que ça c'est très spécialisé, la veille sur les métiers, sur la formation, parce qu'il faudrait, au fond, il faudrait 300 formes alertes, ou autant de formes alertes qu'il y a de formateurs et de sujets. Donc, mais en tout cas, oui, c'est une très bonne façon de commencer, très bonne façon de voir passer des sources, la veille réglementaire aussi, enfin voilà, donc, bien sûr, c'est un très bon outil. Oui, c'est un bon outil, puis en plus, ils ont quand même la particularité, et c'est ce que tu disais. L'outil, il y a quelqu'un qui demandait, l'outil, ça s'appelle Formalert. Formalert, ouais. Il est intéressant aussi, Formalert, parce que, outre le fait qu'il permet effectivement le premier travail de sourcing, il permet le premier travail de sourcing, il permet le deuxième travail de structuration, la régularité, il ne le fera pas à votre place, ça c'est sûr, donc il faudra s'y atteler. Mais effectivement, il amène chez les gens le processus de réflexion de quelle action je vais mener avec cette veille, quelle action je vais mener par la lecture de cet article. Est-ce que ça a du sens pour moi? Je répète, mais je ne veux pas être redondante, mais c'est tellement important de mettre du sens parce que ça va vous permettre de vraiment pas vivre ça comme une contrainte. Et puis surtout, et ce qui est très important, que ce soit sur la veille, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est qu'il faut absolument, et ça c'est un conseil que je vous donne, c'est d'optimiser, d'essayer de ne pas prendre Calliope indicateur par indicateur en disant je réponds à l'indicateur 1, c'est OK, je réponds à l'indicateur 2, c'est OK. Non. Essayez de lire Calliope dans sa globalité, de comprendre le sens qu'on veut y mettre derrière et optimiser toutes vos procédures là. Vous voyez, on parlait d'innovation pédagogique, on parlait de développement de compétences, on parlait de formation de formateurs, etc. C'est étroitement maillé avec la veille en fait. Oui. Et tout Calliope, en fait, on s'en rend compte, tout Calliope est plus ou moins étroitement maillé indicateur par indicateur. Sur la veille, si je peux juste rebondir là-dessus, l'intérêt de la montée en compétences, et tout à l'heure vous parliez de la compétence en tant que formateur, moi forcément c'est mon métier, je fais de la veille, je suis formateur sur la veille, donc j'ai toujours pour le coup essayé de ne pas être le plus mal chaussé des cordonniers, donc j'ai toujours essayé de faire de la veille pour moi-même, et je sais que pour le coup je l'ai constaté, que dans mon métier, dans ma pédagogie, dans les outils que j'ai utilisés notamment en e-learning, c'est ma veille en amont qui m'a permis de le faire, parce que j'ai vu un formateur aux États-Unis qui a utilisé Discord de telle manière, et j'en ai tiré des enseignements, je me disais voilà comment moi je pourrais l'intégrer. Donc oui, de toute façon, encore une fois, si la veille elle est là, en même temps je vais pas, je travaille dans la veille, je vais pas vous dire que c'est pas utile, mais si elle est arrivée dans Calliope, c'est pas par hasard, c'est vraiment parce que on sait très bien qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, qui est à l'écoute de son écosystème, de son environnement, de ses pratiques, sera meilleure au quotidien, s'améliorera naturellement. Et je pense que Laurence peut peut-être apporter son témoignage aussi sur cette question-là de la veille. Il est toujours avec nous. Tu es toujours là, Laurence? Alors, oui, bien sûr. Alors, dans mon cas particulier, on a toujours une veille expertise qui est assez fournie, puisqu'on a un peu aéronautique. L'aéronautique, c'est des choses qui polluent quasiment toutes les semaines. Et donc, forcément, on fait la même erreur que tous les formateurs, à savoir que... Vous m'entendez toujours? Oui. J'ai un doute. Oui. Je vous disais, l'erreur des formateurs, c'est de limiter sa veille à son expertise, à son métier, à sa connaissance technique, entre guillemets. Or, si quelqu'un s'était endormi il y a 18 mois et se réveillait aujourd'hui, un formateur, il
serait complètement perdu parce que il s'est endormi au moment de faire du présentiel avec un tableau et des feutres, et il se réveille avec un zoom en plein milieu de son écran, et des gens qui, par dizaines, seraient en train de le regarder. Donc, on s'aperçoit que la veille pédagogique, donc vraiment le cœur de notre métier, l'animation, comment faire aider les gens à mémoriser, ça agit très vite. Et ça, c'est pas forcément quelque chose dans lequel on a l'habitude de lire des revues, parce que même les profs au lycée ne lisent pas des revues sur les profs de lycée. Donc cette veille, effectivement, elle est plus difficile à réaliser. Elle est vraiment plus difficile à réaliser. D'autre part, on est la plupart du temps maintenant des entrepreneurs, alors indépendants ou organismes de formation, et on se doit absolument d'être conforme aux exigences de la loi. Et la loi, elle, est beaucoup plus vicieuse qu'on ne croit, elle évolue sans même se faire remarquer. Donc les exigences qu'on a sur un organisme de formation ou un formateur indépendant, eh bien, elles ont évolué parce que le L236-4 a évolué cette semaine en rajoutant une exigence particulière, et là, personne n'est au courant. Donc c'est là que quelque part des logiciels de sourcing sont très importants. Généralement, la veille technique de notre expertise, on sait la réaliser avec des abonnements, avec tout un tas d'outils qu'on connaît très bien. La veille pédagogique et réglementaire, c'est là que quelque part on a vraiment besoin d'outils de recherche. Surtout que, pour rebondir là-dessus, c'est qu'en plus la veille réglementaire est la seule dans le lot qui a une forme de demande d'exhaustivité. C'est-à-dire que autant sur de la veille pédagogique, vous savez, sur mon métier, bon allez, je suis passé à côté d'une info, on ne pourra pas me le reprocher. Alors que sur la veille réglementaire, oui, nul n'est censé ignorer la loi, et là, pour le coup, on est obligé d'avoir, alors l'exhaustivité, encore une fois, l'exhaustivité, oui, d'où l'intérêt de mettre un périmètre assez réduit pour qu'à l'intérieur de ce périmètre de veille réglementaire, oui, j'ai l'exhaustivité. Et sur un autre indicateur aussi de veille qui est, parce que tu parlais des métiers, en fait, des métiers de formateurs, mais ça va même au-delà cet indicateur-là, sur l'indicateur 24, qui est sur la veille métier, compétences, etc. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu une grosse évolution sur le secteur de la formation professionnelle entre aujourd'hui et il y a une quinzaine d'années. Il y a une quinzaine d'années, on était grossièrement, on va dire, des vendeurs d'heures. D'accord ? On vendait des heures de formation, on était des vendeurs d'heures. Aujourd'hui, la conjoncture fait qu'aujourd'hui, on est des vendeurs de compétences. Et que pour le coup, cet indicateur-là prend du sens, ce fameux sens-là que je vous conseille d'avoir, parce que vous devez vendre des formations qui vont monter en compétence les gens, puisque vous êtes sur le secteur de la formation professionnelle continue. Donc, on est censé non plus vendre des heures de formation, mais vendre de la compétence. Et donc, s'il n'y a pas d'observation ou si vous ne mettez pas en place un observatoire des métiers auxquels vos formations ou les compétences que vous allez transmettre répondent, en fait, vous allez être à côté. Je vais donner un exemple très concret d'une cliente, d'ailleurs que je salue si elle est là, avec qui on a beaucoup échangé. C'est une formatrice qui était, qui est d'ailleurs, qui est formatrice en langue et qui me dit, mais Aurélie, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse comme veille d'observatoire de métiers, etc. Je lui dis, mais tout simplement, commence par regarder les offres d'emploi. C'était un exemple, c'est juste pour vous donner un exemple pour que ça prenne du sens. Je lui dis, commence par regarder, par exemple, les offres d'emploi de secrétaire bilingue ou trilingue et vois ce qui est demandé en matière de compétences et en matière de typologie de contexte en fait, professionnel dans lequel les gens vont se retrouver pour toi adapter ta grammaire, ta conjugaison, ton vocabulaire à des situations professionnelles. Et du coup, sa veille son observatoire des métiers, tout bonnement, ça a été Pôle emploi déjà. Et puis après, les OPCO aussi. Et ça, je vous conseille. Les offres d'emploi. Parce que c'est vrai que cette veille sur les compétences, elle est importante, la compétence que je cherche à donner à mes stagiaires. Et puis de toute façon, aujourd'hui, pas faire de la veille pour un formateur. Je veux dire, la veille, il y a 15 ans, c'était aller chercher dans des documentations payantes, dans des bibliothèques. Donc le stagiaire n'avait pas forcément l'info. Aujourd'hui, on est face à des stagiaires qui, de toute façon, souvent vont faire aussi de la veille sur leur métier à côté, même s'ils ne la font pas de manière structurée, ils ont l'info qui arrive. Et il n'y a rien de pire pour un formateur, finalement, d'arriver avec un stagiaire qui lui dit « Ah oui, mais il y a cette thématique-là que j'ai vu monter sur des blogs, vous en pensez quoi ?» Si le formateur, lui, il n'est pas actualisé, en plus, c'est en termes de crédibilité que c'est pas bon. Donc c'est encore plus important aujourd'hui, cette veille-là, effectivement, sur les métiers.
il ne faut pas hésiter non plus à s'appuyer sur les OPCO qui ont généralement... Il y a une question là-dessus? Non, je crois qu'il veut prendre la parole, rebondir là-dessus. Oui. Vas-y, Laurence. Aurélie, je voulais rebondir sur ce que tu disais avec notre exemple. La veille, nous, aéronautique, elle est basée sur la sécurité des passagers. Et donc, on va aller chercher en veille de la sécurité avec des rapports d'accident et même des fois de l'actualité. Et on va essayer de repérer, d'après les rapports, quelles sont les erreurs que vont faire nos clients, entre guillemets. Ça va pouvoir non pas orienter notre façon de faire cours techniquement, mais la façon dont on va pouvoir le faire avec pédagogie. C'est-à-dire que si à chaque fois on y rajoute un aspect, il y a un véritable risque de faire ou de ne pas faire comme il faut le faire, et bien forcément, cette veille a directement un impact, non pas sur l'expertise technique, mais sur la pédagogie qu'on va utiliser. C'est de la contextualisation, hein. Tu as raison. C'est contextualisé. Et juste donc pour finir, moi je voulais dire sur les OPCO, donc je pense que c'est aussi une bonne source, tu me confirmes ton avis, mais vous avez sur tous les sites des OPCO, hein, vous en avez 11 OPCO aujourd'hui, vous avez souvent sur les OPCO, je vous invite à aller faire un tour, vous avez dans le menu, vous avez Observatoire des métiers. Vous avez quand même des gens qui sont là et qui font ce job et qui serait bien qu'ils ne le fassent pas pour rien et qui bossent en fait pour la réflexion des métiers, de ce qui se passe sur le marché de l'emploi, sur les bassins d'emploi, suivant les territoires, etc. Et donc vous-même, en fonction de votre territoire, vous pouvez adapter votre réponse pédagogique, votre offre de formation en fonction de ce qui se passe chez vous. Voilà. Et on ne parle même pas, en plus, des aspects opportunités, parce que ça, ce n'est pas une veille qui fait partie des demandes de Calliope, mais souvent, on la rajoute, en tout cas, moi, en formation, je la rajoute toujours, cette logique de veille d'opportunité aussi. De stratégie. Il ne faut pas oublier qu'on voit passer des appels d'or, on voit passer des besoins de formation, donc en plus, même si ce n'est pas demandé dans Calliope, voilà, ça a du sens que de faire cette veille-là. Et puis pour le coup, oui, on est aujourd'hui avec le web, avec l'intelligence collective, il ne faut pas l'oublier. Enfin, alors oui, on est victime de l'infobésité. Trop d'informations, on va avoir tendance à tuer l'information de manière classique. Mais quand on sait bien lutter contre cette infobésité, on bénéficie de l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'on a énormément, comme tu le disais, d'OPCO qui produisent de l'information, l'État produit de l'information, des blogs spécialisés produisent de l'information, voire même d'autres organismes de formation produisent de l'information, d'où l'intérêt de sourcer en amont pour dire est-ce que je fais confiance ou pas. Mais une fois que j'ai accordé ma confiance, ou en tout cas, ça ne veut pas dire que je ne peux pas la retirer, mais en tout cas, voilà, j'ai des sources qui vont m'amener de l'information vraiment de qualité. De manière gratuite ou en tout cas de manière très abordable. On peut peut-être passer au handicap. Sur l'autre indicateur, effectivement. Sur le dernier indicateur. Sur le handicap. Alors, en fait, ces indicateurs-là dont on parle aujourd'hui sont des indicateurs qui sont vraiment apparus dans Calliope, qui n'étaient pas du tout dans Datadoc. Et qui, c'est vraiment ces axes-là de réflexion qui sont apparus. Alors, par rapport au handicap, alors même s'il y a vraiment un indicateur en particulier qui est consacré au handicap, le handicap, il est un petit peu en filigrane et encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut vraiment prendre Calliope dans sa globalité et trouver le maillage qu'il y a dans les indicateurs les uns par rapport aux autres pour pouvoir optimiser votre réflexion. Et en fait, la question du handicap, elle est en filigrane un petit peu partout parce que, et ça, Dieu merci, il y a une vraie réflexion sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et moi, je pousse même le vice, entre guillemets, le vice, encore plus loin, c'est-à-dire que pour ma part, j'estime qu'une personne en situation de handicap n'est pas forcément quelqu'un qui est déclaré à la MDPH, travailleur handicapé, etc. Il y a aussi des situations de handicap qui peuvent être exprimées, qui sont des handicaps au sens, c'est un frein à mon parcours de formation, ça peut être des problématiques invisibles. Alors notre référente, ou en tout cas notre spécialiste du handicap, elle ne pouvait pas être avec nous ce soir, et c'est dommage, mais elle vous en parlerait mieux que moi. Alors, souvent, quand on parle de handicap, les gens voient tout de suite la personne handicapée moteur avec les normes ERP des lieux, etc. Pas faux, mais c'est pas tout, en fait. Le handicap, il y a plein de handicaps. Et donc, moi, ce que j'ai coutume de dire, c'est que le handicap, encore une fois, c'est pas forcément quelqu'un qui est travailleur handicapé, c'est par exemple une personne qui va avoir des problèmes de dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, enfin tout ce que vous voulez de 10, qui n'est pas forcément un handicap reconnu parce que c'est ponctuel ou parce que voilà, il n'y a pas eu de reconnaissance particulière. Néanmoins,
ça va être un vrai frein pour la personne. Et ça, si en tant qu'organisme de formation, vous ne le repérez pas, ça, en termes d'inclusion déjà, c'est problématique, mais c'est surtout que la personne qui va rentrer en formation chez vous peut se retrouver en difficulté, peut se retrouver avec des heures de formation finalement pas suffisantes, avec une pédagogie qui ne sera pas adaptée, etc. etc. Et ça, c'était une question qui ne se posait pas particulièrement de manière naturelle avant Calliope et qui s'impose un peu à nous aujourd'hui, mais ce sont des vraies bonnes questions. Parce que on oublie trop vite en fait qu'effectivement on doit pouvoir répondre à tout le monde. Et souvent, moi, la réflexion qu'on me fait quand j'interroge sur ces indicateurs du handicap, c'est « Ah mais non, mais moi, j'ai pas de personnes en situation de handicap, de toute façon, je fais que du distanciel, donc il n'y a pas de problématique de lieu. » Et là, on rembobine tout et on recommence. Non, c'est pas ça. Le handicap, c'est pas ça. Il y a tout un tas de catégories de handicap et c'est important de savoir de quoi on parle. Donc là, je ne vais pas vous faire une formation sur le handicap, d'abord parce que je n'en ai pas l'expertise et qu'Angélique en parlerait bien mieux que moi. Néanmoins, je vous mets vraiment en vigilance sur le fait qu'il y a tout un tas de handicaps, mais donc il faut pouvoir les repérer, ou en tout cas, à défaut de les repérer, au moins leur permettre de s'exprimer. Pouvoir au moins intégrer des questions sur, voilà, est-ce que vous avez une situation qui, sans parler forcément de handicap pour pas stigmatiser, mais peut-être une situation qui pourrait venir freiner votre parcours, etc., et pour laquelle on pourrait vous accompagner ou en tout cas mobiliser les acteurs que nous connaissons sur notre territoire. Quand vous lisez Calliope indicateur 26 sur le handicap, on a l'impression qu'on nous demande juste entre guillemets, juste un listing en gros des acteurs du territoire qui peuvent nous aider sur le handicap. Non. Encore une fois, il faut que ça prenne du sens. On ne va pas faire une liste d'acteurs pour faire une liste d'acteurs pour dire, ben voilà, je sais qui appeler si jamais la situation se rencontre. Pour qu'elle se rencontre, encore faut-il avoir les yeux et les oreilles bien ouverts et être à l'écoute en fait de ce qui peut se passer. Nous, on a eu le cas ici en formation d'un monsieur voilà, qui a pu bénéficier en fait d'un accompagnement de 2 heures ou 2 ou 3 heures de plus parce qu'il avait une problématique bien particulière et qu'il avait besoin de ce temps-là et que nous on l'avait repéré en amont, pas tout à fait, parce qu'en fait même si vous ouvrez le champ de l'expression, ça s'exprime pas forcément, mais en tout cas dès qu'on en a pris conscience, on a mis en place les solutions qui allaient avec. Et ça c'est hyper important que vous intégriez vraiment dans vos réflexions, dans votre façon d'aborder le stagiaire, en devenant des organismes handi accueillants qui sont, à défaut de pouvoir mettre en place des choses, au moins de pouvoir passer le relais à d'autres en fait. Parce qu'on peut ne pas y répondre parce qu'on n'est pas formé, mais encore qu'il y a quand même beaucoup de formations qui existent. Nous, on en propose une, notamment sur la sensibilisation de l'accompagnement du handicap en formation, qui va aussi bien d'ailleurs s'adresser aux responsables des structures qui veulent monter en compétence une personne dans l'équipe qui prendrait ou qui s'adosserait un petit peu à cette tâche ou à cette mission de référent handicap. Mais, et encore là, dernièrement, on l'a fait dans un organisme de formation où le directeur du centre a même été encore plus loin et je le félicite parce qu'en fait, il n'a pas que monté en compétence son assistante administrative sur le repérage, sur l'accompagnement, sur la sollicitation des partenaires, etc. Il a fait le choix de former ses formateurs, c'est-à-dire ceux qui sont clairement face quotidiennement au handicap des personnes. Et j'ai trouvé que la démarche était hyper intéressante parce que pour le coup, il allait presque plus loin que ce qu'on lui demandait. Mais pourquoi? Et tout simplement, encore une fois, parce qu'il avait mis du sens
à sa démarche. Et du coup, il a formé ses formateurs, et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, il a formé ses formateurs à l'accompagnement du handicap, parce que l'accompagnement du handicap, c'est pas que au moment de l'expression du besoin, c'est aussi après, aussi et surtout pendant le face-à-face, quoi. Donc, en termes de conseils par rapport à cet indicateur-là, c'est former vos équipes, soyez attentifs, faites de la veille, on en revient encore à ça, mais c'est tellement important. Sur le handicap aussi, sur le handicap, sur quels acteurs je peux m'appuyer. Il y a tout un tas d'acteurs qui travaillent sur le handicap, qui en plus sont extrêmement sollicités depuis que Calliope est en marche, parce que forcément, on nous demande de réfléchir sur tout ça, mais alors oui, ok, mais les acteurs, c'est qui? Et puis qu'est-ce qu'ils font? Et puis finalement, les acteurs se disent, non, alors il faut qu'on donne de l'information. Et ils le font très très bien. Donc allez-y, allez sur les sites de la GFIP, n'hésitez pas à les appeler, rentrez en contact avec eux, avec les MDPH, avec tous ceux qui pourront vous donner de l'information. Vous avez beaucoup de tutoriels aussi sur le web qui vont vous parler de tout ça. Et puis formez-vous, vous avez des formations qui existent, bon la nôtre entre autres, mais vous en avez plein. Mais nous en 10 heures, on arrive à complètement sensibiliser, ouvrir le champ des possibles, s'apercevoir qu'en fait, être handi accueillant, c'est pas juste avoir des portes de 90 cm pour pouvoir passer un fauteuil roulant, c'est pas du tout ça. Ça commence dès votre site internet. Dès votre site internet, déjà, avoir la bonne police de caractère avec les bonnes couleurs, parce qu'on a des personnes dyslexiques, parce qu'on a des personnes qui ont des problèmes de daltonie. Et donc, il faut prévoir tout ça, puisque indicateur numéro 1, quand même, c'est l'accès à l'information, accessibilité de l'information. Donc déjà, rien que là, en arrière-plan, le handicap déjà est là en fait. Et donc on doit pouvoir rendre l'information accessible, et ça passe aussi par cette accessibilité-là. D'accord, il y a des questions un peu, donc oui. Que veut dire avoir un référent handicap? Alors, avoir un référent handicap, suivant la structure que vous avez, c'est avoir un référent handicap est une obligation. Mais en tant qu'organisme de formation, on va dire classique, lambda, c'est pas avoir un référent handicap vraiment qui compte, c'est vraiment d'avoir une personne dans l'équipe dédiée, capable de repérer, enfin en tout cas de repérer, d'interroger et de pouvoir accompagner sur la mise en place des compensations et de suivre le parcours. Voilà, et de pouvoir faire la coordination pédagogique, encore une fois, maillage avec un autre indicateur qui est l'indicateur sur la coordination pédagogique. On ne coordonne pas pour le plaisir de coordonner, on coordonne parce que ça a du sens. Et là, typiquement, avoir un référent handicap, c'est avoir quelqu'un, pour moi, c'est avoir quelqu'un qui endosse ce rôle-là. D'accord, tout simplement, et qui peut du coup être en veille sur ce sujet, repérer les situations de handicap, réfléchir sur les systèmes de compensation, mobiliser les acteurs du réseau handicap, informer son équipe, hein, c'est important d'informer l'équipe, sensibiliser l'équipe à ces questionnements-là, et coordonner tout le parcours pédagogique avec le formateur. Et cette personne, elle doit avoir une certification particulière, une qualification particulière? Non, aujourd'hui, il n'y a pas forcément de besoin de... C'est un peu comme les formateurs. On ne demande pas une formation de formateur, tout comme on ne demande pas une formation de référent handicap. Néanmoins, il y a des sujets qui ne s'inventent pas. Autant la pédagogie, même si j'y mets beaucoup de bémols parce que je partage pas complètement ce sujet-là, mais la pédagogie, on peut avoir une appétence pour ça. Mais attention, Laurence, il va pas aimer. Ouais, c'est ce que je dis que pas du tout. L'appétence s'invente pas. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation à suivre une formation sur, en gros, comment accueillir les handicapés, comment rendre nos formations éligibles et surtout comment former un responsable handicap. Mais ça n'empêche qu'il y a des gens dont c'est le métier de nous expliquer ça. Personnellement, dans ma société, nous avons fait le choix de suivre une formation spéciale sur justement la formation et le handicap. Ça a duré, je crois, 2 ou 3 jours, mais la personne
que j'ai nommé pour devenir responsable est revenu enchanté parce que, mine de rien, il y a des pistes, il y a de la veille, on parle des articles de loi et on parle aussi de bonnes astuces pour rendre les choses éligibles. Donc, je ne saurais que conseiller de suivre cette formation. Voilà. On ne devient pas référent juste parce qu'on s'abonne à une revue ou parce qu'on a mis un pictogramme avec une chaise roulante sur son site web. Ça ne suffit pas. Tout à fait. Tu me fais Merci. tellement plaisir, Laurence, en disant ça. Mais encore une fois, voilà, c'est comme pour tout. On peut être sensible à ça. J'avais une cliente il n'y a pas longtemps qui me disait « Ah, mais moi, le handicap, je connais, j'y suis malheureusement confrontée, etc. » Et effectivement, l'expérience, la triste expérience qu'on peut avoir sur ce sujet, forcément crée une appétence à avoir cet œil-là plus aiguisé. Néanmoins, et pour avoir très souvent discuté avec Angélique, qui est notre formatrice handicap ici, en fait, il y a tellement de choses qu'on ne voit pas, il y a tellement d'accompagnements à côté desquels on peut passer. Et Angélique, par exemple, a une approche que je trouve absolument exceptionnelle, c'est que sur certaines actions de formation, elle met en situation de handicap des personnes qui ne le sont pas. Et en l'occurrence, là, sur une des actions qu'on a montées il n'y a pas très longtemps, dont le monsieur dont je vous parlais tout à l'heure, qui a décidé de former ses formateurs, là, Angélique part carrément, en tout cas, c'est la proposition qui a été faite, part avec 2 personnes en situation de handicap avec elle pour mettre en contexte et en situation les formateurs face à des personnes en situation de handicap pour voir comment, de quelle manière est-ce qu'on va pouvoir adapter. Et plus encore, elle organise même des repas à l'aveugle pour qu'on se rende compte en fait de ce que ça peut être une situation de handicap et de quelle manière est-ce que ça peut freiner certains parcours. Il y avait une question sur quelqu'un sur la formation de formateur juste avant qui disait comment faire la différence parce qu'il existe beaucoup de formations de formateurs sur Internet. Donc comment faire la différence entre toutes celles qui existent parce qu'en fait les objectifs pédagogiques sont toujours quasiment sensiblement les mêmes. Mais voilà, on ne sait pas, elle disait qu'on ne sait pas trop savoir laquelle est bien ou moins bien ou appropriée. À part vous dire que la nôtre est exceptionnelle, je vois pas. Non, je rigole. Alors c'est très vrai et je comprends le sens de cette question parce que on nous la pose tout le temps. C'est-à-dire que oui, mais pourquoi là une formation sur 3 jours, mais j'en ai fait une sur 8 mois, etc. Donc moi, ce que je dis et ce que je conseille, c'est de se poser la question de d'abord où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous voulez aller. Et après, vous ferez le choix. C'est vrai que des acteurs sur la formation de formateurs, il en existe plein. Il y a des titres qui existent, qui sont sur des formations longues. Après, sur un profil de formateur comme nous, on rencontre beaucoup depuis 1 an, c'est-à-dire des gens plutôt seniors, pas forcément en termes d'âge, mais en termes de compétences. Des gens plutôt seniors qui se retrouvent sur le carreau ou en tout cas en reconversion professionnelle. On a beaucoup de reconversions professionnelles qui se disent bon bah moi j'ai fait le tour de la question, j'ai adoré mon métier, sauf que là j'ai fait le tour et j'ai envie et à juste titre de transmettre et qui ont cette volonté de transmettre. Mais là c'est peut-être pas la peine, mais ça n'implique que moi quand je dis ça, mais ça vaut peut-être pas le coup de partir sur des parcours de formation de 8, 10 ou 12 mois. Parce que ce sont des gens qui ont déjà une expertise technique à qui il va juste, entre guillemets, falloir transmettre l'état de l'art en fait, du métier de formateur. Comment on conçoit un programme de formation, comment est-ce qu'on formule des objectifs, quelle est la différence entre un objectif pédagogique et un objectif opérationnel, comment on évalue une durée, comment je construis mes cours, enfin tout ce que Laurence pourrait dire à ma place parce que c'est le mieux placé pour en parler. Tout ce qui est repérer la psychologie de chaque apprenant, parce que vous avez des apprenants qui sont plus auditifs, d'autres qui sont plus visuels, et comment je fais avec l'hétérogénéité de tous ces publics-là, quelle serait ma posture, ça, on peut tout à fait l'apprendre sur des formations courtes, c'est possible. Ça marche. Bon, ben merci à tous. Moi, ce que je retiens toujours, c'est
le côté, parce que nous on organise de formation aussi, donc on doit se mettre là-dedans, là, dans tous ces indicateurs, et c'est vrai que moi ça me saoule un peu, et c'est pour ça aussi que j'ai participé, et c'est vrai, voilà, c'est ça, c'est transformer à chaque fois la contrainte en, moi je vois, j'ai déjà parlé beaucoup avec Loïc de veille, et je vois que sur les projets tu as un an d'avance, et je me dis, ah oui, en fait la veille c'est peut-être pas... C'est peut-être pas mal. Quand j'écoute Laurence, vraiment, on peut lui parler. Toi, tu parles hyper bien du handicap. Enfin bref, on voit que ça sert en fait à quelque chose quand on en a compris le sens. Et c'est ce qu'on a essayé de vous transmettre ce soir. Ah, une dernière question. Comment fait-on pour suivre une formation avec vous? Ah, mais ça, vous inquiétez pas, on arrive tout de suite. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci à toi, Laurence, depuis la Corse. Juste une petite question, je finis juste ça, je vois bonjour. Le fait d'appartenir à un cluster d'entreprise peut-il participer à une veille? Oui. Oui, bien sûr, puisque les clusters très souvent font de la veille pour leurs adhérents. Maintenant, attention de pas, ça fera une partie de la veille. Il est probable que si c'est un cluster dédié au vin par exemple, ils vont vous faire une veille sur votre métier, si vous êtes formateur en œnologie, etc. Il n'y aura pas la veille réglementaire formation, et il n'y aura pas la veille non plus sur l'environnement économique, on va dire, des organismes de formation, pas dit qu'il y ait une veille sur la pédagogie. Donc voilà, attention, une partie, oui. Oui, une partie. Une partie seulement. Ça marche. Mais ça ouvre le champ des possibles. Mais c'est déjà, voilà, exactement. C'est déjà très bien. Ça marche. Merci, Loïc. Merci. Merci beaucoup, tous. Laurence. Ramène-nous un joli soleil de Corse. Du fromage plutôt, du brooch. Ça marche aussi. Merci à tous. Et puis on est disponible. Je vous ai à tous envoyé le mail du live si vous avez d'autres questions qui vous viennent demain, après-demain. Si vous voulez approfondir un peu les sujets avec des formations, etc., n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Et bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir.